Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information et merci de nous choisir pour votre source d'information. Et voici les titres. Afin d'éviter la flambée des prix des denrées alimentaires, le ministre de l'économie et des finances a rencontré les opérateurs économiques. Décès de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, témoignage de ses anciens collaborateurs dans ce journal et vous parlera également de son parcours politique. En 2022, la journée de ce dimanche a été marquée par la défaite de l'Algérie face à la Guinée équatoriale et un match nul entre le Mali et la Gambie. Comme annoncé dans le titre, le ministère de l'économie et des finances a organisé ce matin une rencontre avec les opérateurs économiques. L'objet de cette rencontre est d'éviter la flambée des prix des denrées alimentaires de première nécessité dans notre pays. C'était sous la présidence du ministre du Développement rural Modibo Keïta. Suivant le reportage de Aïssata Maïga et Ladji Mamadou Traoré. L'objet de cette rencontre avec les opérateurs économiques vise à ramener le prix du sucre à la norme. Selon le ministre du Développement rural, le problème se situe au niveau de Soukala, l'unité industrielle de fabrication du sucre au Mali. L'objet de la rencontre avec les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, c'est de voir quelles sont les raisons qui expliquent aujourd'hui la hausse du prix du sucre. Nous avons fait un échange avec les importateurs, les demi-grossistes et les détaillants. Tous, ils sont prêts à accompagner l'État. Mais ils ont des problèmes réels parce qu'il a été ressorti dans de nos échanges que l'offre de sucre, elle est insuffisante. Notre pays dispose de 2 unités de production de sucre qui ne représentent que 25% de la consommation. Et le reste, les 75%, sont importés de l'extérieur. L'État a consenti des subventions pour essayer d'approvisionner le marché, mais ce stock n'est pas encore disponible sur le marché. Le stock de Soukala, qui devrait être là pour suppléer, les Chinois posent des problèmes. Nonobstant tous les efforts du ministère de l'Industrie et du Commerce, des correspondances leur ont été adressées, les Chinois persistent pour imposer leur prix. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un avantage par rapport à l'importation. Le sucre national est moins cher que l'importation et parce que l'État aussi accorde tous les avantages à ces unités industrielles. Mais ces unités industrielles exigent à ce que leur sucre soit aligné sur le prix du sucre importé. C'est ce que le ministère de l'Industrie et du Commerce n'a pas accepté. Donc, au sortir de cette réunion, une rencontre aura lieu entre encore le secrétaire général du département et le directeur des unités de production de sucre pour qu'ils accèdent au prix de l'État. Parce qu'on ne peut pas comprendre, au moment où ces unités avaient des difficultés, quand leur production n'était pas de qualité, quand leur production était plus chère que l'importation, l'État a toujours mis la pression sur les importateurs pour que les importateurs achètent ce sucre. Maintenant que la situation s'est inversée, c'est normal que l'unité industrielle renvoie l'ascenseur. Et des dispositions seront prises dans ce sens. Parce que c'est inadmissible que nous soyons dans une situation exceptionnelle et qu'une unité industrielle basée dans notre pays puisse défier toute la chaîne de distribution. Selon le ministre du Développement rural, l'offre du sucre doit être augmentée afin que chaque Malien puisse acheter le sucre à 500 francs le kilogramme. Voilà, c'est ce qu'on a dit tout de suite. Le prix sur le marché est déterminé par l'offre et la demande. Aujourd'hui, il a été signalé qu'on a 52 jours
de consommation pour le sucre sur toute l'étendue de la République. Ce n'est pas pour beaucoup seulement, sur toute l'étendue. Cela veut dire que la quantité qui existe n'est pas significative. Lorsque la demande est là, et avec les effets de l'embargo, il y a eu une tension sur les prix ont augmenté. Maintenant, notre stratégie va dans ce sens. Il faut augmenter l'offre. Les 25% de la consommation de sucre qui se trouve stocké dans les magasins de nos unités de production, c'est ce qu'on doit mettre sur le marché. En ce moment, le sucre va se vendre à 500 francs le kilo. Quand ces discussions seront terminées, je crois que des bouches plus autorisées seront devant vous pour informer la population et le gouvernement. Les commerçants détaillants sont déterminés à vendre le prix du sucre aux Maliens au prix normal. Inch'Allah, si Dieu le veut, dès que ce sucre-là rentre dans le marché, les commerçants vont vendre au prix qui a été promis, Inch'Allah, si Dieu le veut. Comme aussi les importateurs, ils sont là, ils ont dit que tout le sucre subventionné n'est pas encore rentré dans le marché. C'est ce que nous on réclame toujours. On ne peut pas dire le commerçant d'étant vendre à un prix et qu'ils n'ont pas arrivé à avoir à ces prix-là. Donc, Inch'Allah, si Dieu le veut, dans le jour à venir, les sucres subventionnés vont rentrer dans le marché et c'est ce qui va faire que le sucre sera vendu à 500 francs, Inch'Allah. En cette période difficile, espérons qu'un accord sera trouvé entre les deux parties pour que chaque Malien puisse s'acheter le sucre à 500 francs CFA. Une manifestation panafricaine s'est tenue devant l'ambassade du Ghana en France. Ces centaines de personnes sont sorties pour manifester leur soutien aux autorités maliennes suite aux sanctions de la CEDEAO. Et lui et moi, ces images témoignent de la forte mobilisation des Africains devant l'ambassade du Ghana en France. Dans un communiqué publié ce 16 janvier sur le site de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou, a affirmé que la CEDEAO reste favorable à accompagner les autorités maliennes dans le bon déroulement du processus électoral démocratique et le retour à l'ordre constitutionnel selon une source diplomatique de l'organisation. Selon plusieurs autres sources, des différences se font entendre au sein même de l'organisation suite aux sanctions sévères infligées au Mali. Le président nigérien Mohamed Bazoum aurait même entrepris plusieurs consultations avec d'autres chefs d'État pour revoir ces sanctions. Par ailleurs, alors que le pays de la CEDEAO ont fermé leurs frontières au Mali, faisant d'énormes pertes économiques dans les compagnies aériennes, Air France a entamé une négociation pour la reprise de ces vols aériens en passant par la Mauritanie. Le gouvernement de la République du Mali a la profonde douleur de vous annoncer le décès de l'ancien président de la République du Mali, M. Ibrahim Boubacar Keïta, à la suite d'une longue maladie. C'est dimanche 16 janvier 2022 à Bamako. En cette triste circonstance, le gouvernement de la République du Mali présente à la famille du défunt ses sincères condoléances et prières pour le repos éternel de son âme. Le gouvernement de la République du Mali et le peuple malien salue la mémoire de l'illustre disparu. Les informations relatives à la cérémonie funéraire feront l'objet d'un communiqué ultérieur. L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta a tiré sa révérence. Il s'est allé ce dimanche 16 janvier 2022 dans la matinée à la suite d'une longue maladie. Affectueusement appelé Ibeka, l'homme a eu un parcours politique riche et très mouvementé. Nous vous invitons à découvrir qui était l'homme politique Ibrahim Boubacar Keïta. Ibrahim Boubacar Keïta est né le 29 janvier 1945 à Koutchala, marié à Keïta Aminata Maïga et a 4 enfants. Ibrahim Boubacar Keïta part en France à l'âge de 13 ans faire ses études secondaires au lycée Janson de Saïli à Paris et au lycée Askia Mohamed de Bamako. Il étudie à la faculté
des lettres de l'Université de Dakar, puis à l'Université Panthéon-Sorbonne et à l'Institut d'Histoire des Relations internationales contemporaines. De retour de France en 1986, il est militant de l'Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice ADEMA PSG. Après la chute du dictateur Moussa Traoré en 1991, il est le directeur adjoint de la campagne d'Alpha Oumar Konaré pour l'élection présidentielle qui s'y tient en avril et mai 1992. Après son élection, le nouveau président le nomme en juin 1992 conseiller diplomatique, porte-parole du président de la République du Mali. En novembre 1992, il est nommé ambassadeur du Mali auprès de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Burkina Faso et du Niger. En novembre 1993, il devient ministre des Affaires étrangères des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Quelques mois plus tard, le 4 février 1994, le président Alpha Oumar Konaré le nomme Premier ministre. Il occupe cette fonction jusqu'en février 2000 et préside l'ADEMA PSG. En 1999, il devient vice-président de l'Internationale socialiste. Candidat à l'élection présidentielle de 2002, Ibrahim Boubacar Keïta obtient 21,0% des suffrages exprimés au premier tour. Il arrive en troisième position derrière Amadou Toumani Touré, 28,7% et Soumaïla Cissé, 21,3%. Ibrahim Boubacar Keïta est investi par son parti candidat à l'élection présidentielle le 28 janvier 2007. Il axe sa campagne sur une opposition du président sortant Amadou Toumani Touré et recuse le consensus comme mode de gouvernement. Au premier tour, il obtient 19,2% des voix, se plaçant ainsi en deuxième position derrière Amadou Toumani Touré qui est réélu avec 71,2%. Le 26 juillet 2011, Ibrahim Boubacar Keïta est désigné candidat du Rassemblement pour le parti à l'élection présidentielle prévue l'année suivante. 3 mois plus tard, 9 partis politiques ralliant sa candidature dont le Mouvement pour l'indépendance, la Renaissance et l'intégration africaine MIRIA et l'Union des Maliens pour le progrès UMPE. Dans le cadre du coup d'État de 2012, Ibrahim Boubacar Keïta adopte une stratégie qui se révélera payante en rejetant le putsch tout en acceptant des concertations avec les militaires. L'élection présidentielle se tient finalement en 2013, après une guerre contre les terroristes. Le shérif de Nioro, en accord avec les autres leaders musulmans, appelle à voter ouvertement pour Ibrahim Boubacar Keïta et mobilise ses moyens humains et financiers à travers Sabati 2012. Ce soutien public des religieux à un candidat est une première dans l'histoire de la démocratie malienne. Ibrahim Boubacar Keïta arrive en tête du premier tour. Au second tour, avant même la proclamation des résultats officiels, son adversaire Soumaïla Cissé reconnaît sa défaite. Les résultats lui accordent 77,6% des voix contre 22,4% pour Soumaïla Cissé. Le 19 juillet 2018, pour la première fois depuis le début de son mandat, Ibrahim Boubacar Keïta se rend à Kidal, contrôlé par les ex-rebelles de la CEMA. Il annonce sa candidature à un second mandat le 28 mai 2018. Sa présidence a également connu une importante instabilité gouvernementale, 5 premiers ministres et 7 remaniements en 5 ans, ainsi que des affaires de corruption et de népotisme. Au premier tour des élections présidentielles, Ibrahim Boubacar Keïta arrive en tête avec 41,4% des voix contre 17,8% pour Soumaïla Cissé. Ces résultats officiels font l'objet d'une contestation pour fraude de la part de 18 candidats du premier tour réunis lors d'une conférence de presse commune. À l'issue du second tour, Ibrahim Boubacar Keïta est réélu avec 67,2% des suffrages. Si l'opposition conteste ces résultats, l'Union européenne, avec 90 observateurs dans 440 bureaux de vote, indique ne pas avoir contesté de fraude au second tour. Il prête de nouveau serment le 4 septembre 2018 devant la Cour suprême. Le 22 avril 2019, Ibrahim Boubacar Keïta nomme Boubou Cissé à la fonction de Premier ministre. Les 5 et 19 juin 2020, à l'appel de l'imam Mohamed Diko, des dizaines de milliers de manifestants sortent
dans les rues pour réclamer sa démission. Des manifestations ont aussi lieu chaque vendredi pour réclamer la démission du chef de l'État. Elle s'ajoute à une grève des enseignants, un appauvrissement du pays, à de sanglants conflits ethniques entre Peul et Dogon et aux difficultés rencontrées par le pouvoir exécutif pour assurer son autorité sur l'ensemble du territoire. Le 18 août 2020, vers 16h30, Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé sont arrêtés par une garnison de militaires. Les deux dirigeants sont conduits par les militaires révoltés dans les véhicules blindés à Kati, où se trouve le camp militaire Soundiata Keïta à 15 km de Bamako. La nuit suivant son arrestation, le président de la République annonce la dissolution du Parlement et du gouvernement, ainsi que sa démission de ses fonctions de chef de l'État. Il est hospitalisé le 1er septembre 2020 après avoir été victime d'un léger accident vasculaire cérébral. 4 jours plus tard, il se rend à Abu Dhabi pour être soigné, la junte précisant que son séjour à l'étranger ne pourra excéder 3 mois. Le 21 octobre 2020, Ibrahim Boubacar Keïta rentre à Bamako après son séjour médical aux Émirats arabes unis. Le 16 janvier 2022, la famille d'Ibrahim Boubacar Keïta annonce son décès suite à une longue maladie. Après l'annonce du décès de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta ce dimanche 16 janvier 2022 à Bamako, dans son domicile à Sébenikoro, la famille Keïta continue à recevoir des ministres, des anciens premiers ministres, des anciens ministres, des collaborateurs des défunts pour la présentation de leurs condoléances les plus attristées à la famille du disparu, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, suivant le reportage. Né le 29 janvier 1945 à Koutiala et élu président de la République du Mali le 4 septembre 2013, réélu en 2018 pour un deuxième mandat, il démissionne de son poste de président le 18 août 2020. Suite à un soulèvement populaire porté par le mouvement du 5 juin M5 RFP, Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, a tiré sa révérence ce dimanche 16 janvier 2022 à Sébenikoro dans son domicile. Un grand républicain, démocrate, humaniste et amoureux de sa patrie, tels sont ceux que beaucoup de Maliens retiennent de lui. Le président Ibeka se caractérisait d'abord par son humanité. Et je pense qu'un être humain, la première des qualités, c'est l'humanité. Personne ne pouvait le côtoyer, travailler avec lui, cheminer avec lui, ne serait-ce qu'un instant, sans garder un bon souvenir. Quelle que soit l'adversité politique ou d'autres formes d'adversité qui pouvaient l'opposer à lui, on retient surtout son humanité. Le deuxième élément, c'est son attachement profond au Mali et à sa terre natale du Mandé. Ironie de l'histoire, moi j'ai appris le décès quand j'étais à Kangaba hier, au cœur du Mandé. Je pense que nous perdons un leader au parcours politique unique dans la Troisième République, parce qu'il n'y a pas de comparaison avec les postes qu'il a pu occuper, les responsabilités qu'il a exercées. C'est quelqu'un qui aimait profondément notre pays, qui a fait ce qu'il a pu aux responsabilités qu'il a occupées. L'histoire jugera les effets positifs ou négatifs de sa gouvernance. Mais personne ne peut lui enlever le fait d'être profondément chaleureux, sympathique, charismatique et attaché à son pays. Je pense que c'est cette image qu'on devrait garder de lui pour l'éternité. Notre pays est dans une situation difficile. Moi, je ne peux que prier pour que son départ soit un facteur d'unité. Un facteur d'unité. Vous avez tous été témoins de la dignité avec laquelle il a quitté le pouvoir. De la dignité avec laquelle il a quitté le pouvoir et de sa réserve depuis le moment où il a quitté le pouvoir. Tout cela font écho comme une leçon pour nous autres. Ibrahim Boubacar Keïta est un patriote convaincu. Je le dis sans démagogie. C'est quelqu'un qui aime beaucoup son pays, qui a servi beaucoup son pays, qui a été utile pour son pays, qui a rendu à son pays ce que son pays lui a fait. Je retiens de lui également un homme d'État, un homme généreux, un homme également
qui est très fier d'avoir servi son pays à un moment, à un autre de l'histoire et des responsabilités que Dieu lui a confiées dans ce pays. Je retiens de lui aussi un homme qui aime son prochain, un homme très très sociable qui est présent dans tous les événements sociaux, qu'ils soient décès, baptême, mariage, bref, un homme entier. Mais la politique c'est autre chose. Je voudrais profiter de votre micro pour lui rendre un hommage mérité, un hommage digne à son rang. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'accueillir dans son paradis. Je retiens de l'homme une personne de haute qualité, un dirigeant ferme, rigoureux, mais pas méchant. Oui, c'est un jour de recueillement. C'est l'occasion pour nous de présenter toutes les condoléances du Parti Rassemblement pour le Mali au nom de tous les militants et de tous les sympathisants, au nom des partis et mouvements également qui nous ont accompagnés dans ce long parcours, et à la famille dont je me considère membre. Je présente mes condoléances. En même temps, j'adresse mes remerciements à tous ceux qui ont exprimé ce ressentiment, tous ceux qui nous ont adressé leurs condoléances. Les familles fondatrices de Bamako, le mouvement Ibeka Kanou, plus d'autres citoyens, ont aussi effectué le déplacement afin d'aller consoler la veuve Aminata Maïga et présenter leurs condoléances à toute sa famille. Toute âme goûtera un jour cet événement douloureux qu'on est en train de vivre. Nous le mettons entre les mains du bon Dieu, subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. C'est lui qui est l'omnipotent et c'est lui qui peut tout faire. Quand tu viens dans ce monde, tu ne peux pas refuser de partir. Paix à son âme. Le prophète est parti. Nous sommes les adeptes, nous les suivons, nous acceptons. L'homme Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, était un homme d'État, un homme de parole, un homme qui avait l'amour de son pays, qui a consacré tout son temps pour bâtir ces pays-là. Vous savez, M. Ibeka, nous avons connu depuis 2002 l'homme à travers ses parcours et ce qu'il a posé comme acte de citoyenneté. Nous nous sommes engagés à payer même ses cautions. Donc vous voyez, si vous le sentez, je suis un peu trop ému. Et voir qu'il est si parti comme ça, mais c'est Dieu qui est grand. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc nous prions le bon Dieu pour le repos éternel de son âme. Et, au nom de tous les membres du mouvement de l'intérieur et de l'extérieur, je présente nos condoléances à sa famille, à tous ses amis, à la Raïna Ibeka. Dors en paix, Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka, que le Tout-Puissant t'accueille dans son paradis éternel aux côtés de ceux qui t'ont dévancé. Qu'Allah nous guide aussi sur le bon chemin. Amen. Depuis 2012, un conflit armé a éclaté au Mali. Cette guerre est survenue à la suite d'une insurrection de groupes armés pro-Azawad. Le conflit est une des conséquences de la guerre civile libyenne qui s'inscrit dans le contexte de la guerre du Sahel et des rébellions Touareg contre l'État malien du 17 janvier 2012 à ce 17 janvier 2022. Notre pays traverse une crise sécuritaire grave sans précédent. Suivant Amadou Niamele.
Le 17 janvier 2012, les rebelles Touaregs du MNLA, indépendantistes et Ansardine déclenchent la 5e rébellion Touareg contre le Mali, bientôt rejoint par les djihadistes d'Akmi et du Moujou. Ils prennent Aguelok, Menaka et Tessalit. À la suite de ces défaites, une partie de l'armée malienne tente un coup d'état en mars qui provoque des affrontements entre Béret Vert et Béret Rouge et désorganise les opérations au nord. Les rebelles en profitent et s'emparent de Kidal, Tombouctou et Gao. Le 6 avril, le MNLA annonce la fin de son offensive et proclame l'indépendance de l'Azawad. Les combats ont alors fait des centaines de morts et des centaines de milliers de réfugiés. Cependant, le groupe armé se déchire à leur tour. Les divergences entre le MNLA et Ansardine brisent leur alliance et en juin, les indépendantistes sont chassés de Gao par le Moujao et Akmi et doivent abandonner Tombouctou. En novembre, le MNLA tente une contre-attaque, mais il est repoussé près d'Assongo, puis il perd le contrôle de Menaka. Fin 2012, les négociations échouent et en janvier 2013, les djihadistes lancent une offensive sur Ségou et Mopti dans le centre du Mali. Cette attaque provoque l'entrée en guerre de la France avec le lancement de l'opération Serval et de plusieurs pays africains de la CEDEAO dans le cadre de la MISMA. En quelques jours, les islamistes sont repoussés à Kona et Djabali, puis Gao et Tombouctou sont reprises. Les forces terroristes en déroute abandonnent les villes, dont certaines comme Kidala sont reprises par le MNLA et se retranchent dans l'Adrara Tigargara, situé dans l'Adra des Ifokas. En mars, Tigargara, la principale base terroriste au Mali, est conquise au terme d'une offensive franco-tchadienne. De nombreux combattants islamistes désertent, changent de camp ou fuient à l'étranger. D'autres, en revanche, poursuivent la guérilla, posent des mines et mènent des attentats. Des affrontements ponctuels opposent également le gouvernement malien aux indépendantistes qui refusent la venue de l'armée malienne dans la région de Kidal. Le 18 juin 2013, après 10 semaines de négociations, le gouvernement de transition malien et les rebelles du MNLA, du Hassia et du MA signent un accord de cessez-le-feu qui permet le retour des autorités maliennes à Kidal et la tenue de l'élection présidentielle le 28 juillet 2013 dans le nord du pays. De son côté, l'ONU prend le relais de la MISMA et met en place la MINUSMA, tandis que l'Union européenne engage la mission de formation de l'Union européenne au Mali. Les affrontements entre l'armée malienne et les rebelles Touaregs et Arabes reprennent en mai 2014. Les Maliens sont vaincus à Kidal et chassés de la ville par les rebelles qui reprennent le contrôle de la quasi-totalité de la région de Kidal et de la plus grande partie de la région de Gao, rassemblés au sein d'une alliance appelée la plateforme de mouvement du 14 juin 2014 d'Alger. Des milices loyalistes passent alors à l'offensive contre les rebelles désormais regroupés au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad SEMA. Après plusieurs mois de combat, un accord de paix, l'accord d'Alger, est conclu et signé le 15 mai ou le 20 juin 2015. Cependant, les terroristes poursuivent leur attaque. Les accords de paix sont violés de nombreuses reprises et les violences ethniques prennent de plus en plus d'ampleur. Place maintenant à l'actualité internationale. En Somalie, le dimanche 16 janvier, des médecins ont protesté contre les attaques d'hôpitaux par les forces de sécurité pendant les manifestations. Et la société civile appelle à descendre à nouveau dans la rue ce lundi 17 janvier pour protester contre le régime militaire alors que les autorités ont retiré samedi l'accréditation d'Al Jazeera Mubasher, une des chaînes du groupe qatari, ainsi que celle de 2 de ses correspondants sur place, spécialisés dans la retransmission d'événements en direct faisant de tout image sans commentaire. La chaîne avait suivi les manifestations anti-push des derniers mois. Des manifestations réprimées dans les sangs que
qui ont fait 64 morts à ce jour, le ministère de l'Information a dénoncé samedi dans une lettre une couverture non professionnelle des événements au Soudan sur la chaîne d'Al Jazeera. Une décision qui a été vivement dénoncée. L'ambassade américaine à Khartoum l'a qualifiée dimanche de pas en arrière pour la liberté de la presse. C'est une intimidation selon Al Jazeera qui a appelé sur Twitter les autorités à autoriser son équipe à reprendre le travail. Les réseaux des journalistes soudanais lui dénoncent un harcèlement continu contre les journalistes visant à étouffer la vérité. Plusieurs journalistes ont été rapportés depuis avoir été arrêtés ou attaqués alors qu'ils couvraient les manifestations anti-push. En Libye, le Parlement a tenu ce lundi 17 janvier à Tobrouk, dans l'est du pays, une séance officielle pour discuter de la feuille de route pour la prochaine période. La question de la destitution du gouvernement Abdelhamid Beida sera également à l'ordre du jour. Une quinzaine de parlementaires avaient dévancé la séance en publiant un communiqué réclamant la suspension du gouvernement accusé de corruption. Aguila Saleh, le chef du parlement, tout comme le maréchal Haftar, souhaite impérativement remplacer le gouvernement Beida, mais il leur faut y obtenir la majorité des voix, ce qui leur est loin d'être acquis. Suite au report des élections, des alliances se nouent pour trouver un terrain d'entente dans cet unique objectif, parvenir à se débarrasser du premier ministre Abdelhamid Beida. Une première alliance tripartite a été formée il y a quelques semaines quand Fatih Bachaga, l'ancien ministre de l'Intérieur, s'est rendu à Benghazi et a rencontré Khalifa Haftar. L'autre rapprochement étonnant et secret a eu lieu la semaine dernière au Marocain Aguila Saleh, rejoint par Belgassem Haftar, conseiller politique de son père. Ont rencontré Khalel Al-Misri, le chef du Haut Conseil de l'État, accompagné du chef de la milice Al-Nawasi de Tripoli. Tous les quatre ont évoqué de la feuille de route et la formation des nouveaux gouvernements. À Madagascar, des délestages de plus en plus importants depuis l'incendie au début du mois de janvier 2022 de la plus grosse centrale hydroélectrique du pays à Andekaleka dans l'est de l'île. Elle fournit près de 40% des besoins en électricité d'Antananarivo, alors que le président de la République a évoqué un délai de 6 à 8 mois pour remettre totalement en marche la centrale. Les entreprises réclament des solutions à court terme pour pallier cet écart de production d'énergie. L'incendie d'Andekaleka a un impact majeur sur le fonctionnement des entreprises. L'essentiel de l'industrie du pays est concentré dans la capitale, fait remarquer Thierry Rajona, président du GM, le groupement des entreprises de Madagascar. Les moyennes et grandes entreprises utilisent leur groupe électrogène pendant une période plus longue, ce qui augmente leur coût de production, une situation intenable sur le long terme, alors que les entreprises ont été durement touchées par les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Ces coupures aggravent un contexte économique déjà fragilisé. Lors d'une visite ce week-end à Andekaleka, le ministre de l'Énergie a indiqué que les eaux qui ont envahi la centrale ont complètement tari. Un premier essai est prévu ce lundi, précise-t-il. Seul un groupe pourra fonctionner pour démarrer, mais cela devrait réduire le délestage, explique-t-il. CAN 2022, défaite choc de l'Algérie face à la Guinée équatoriale et un match nul entre le Mali et la Gambie. L'équipe d'Algérie, championne d'Afrique en titre et invaincue depuis 35 matchs, a été battue 1-0 par la Guinée équatoriale. C'est dimanche 16 janvier à Douala dans le groupe E de la CAN 2022. Une défaite catastrophique pour les Algériens qui devront battre les Ivoiriens le 20 janvier pour se qualifier en huitième de finale du tournoi. La Gambie et le Mali, victorieux de leur premier match, se sont séparés sur un nul, 1-1. C'est dimanche 16 janvier 2022, un partage des points décidé par la VAR qui arrange les deux équipes en vue d'une qualification en huitième de finale de la CAN 2022. Avant, le Mali favori a dû attendre quasiment l'heure de jeu pour pousser un peu de faire honneur à son statut. C'est lors de son temps fort donc que le Mali a eu l'opportunité de prendre l'avantage avec un pénalty sifflé par l'intervention de la VAR sur une faute sur Bissouma. Ibrahima Koné, déjà buteur sur pénalty face à la Tunisie lors du premier match, a transformé la sentence et mis les Aigles devant 78e minute. Avant de boucler le journal, l'armée malienne poursuit sa lutte antiterroriste et accumule des victoires. Les forces armées maliennes, dans leur offensive contre les groupes armés terroristes, ont procédé le 12 janvier 2022 à des frappes aériennes dans les zones de Sama, Soso
et Logori dans le cercle de Bangas, ayant fait plusieurs morts, dont le numéro 2 de la Katiba de Massina, qu'Allah bénisse le Mali et l'armée malienne. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Nieta TV. Debout sur les remparts, tous les Maliens pour sauver notre patrie.